Donc, quelles sont les complications que l'on peut rencontrer chez les malades présentant une thrombocytémie essentielle? Donc, les complications de la thrombocytémie essentielle, qui est un syndrome myéloprolifératif, sont tout d'abord les thromboses. Un malade qui est qui a une thrombocytose, comme ça, a un risque élevé de faire des thromboses artérielles ou veineuses. Le deuxième complication que l'on peut attendre des SMP, c'est l'évolution vers une myélofibrose secondaire, donc que l'on peut voir après 20 à 15 à 30 ans d'évolution d'une thrombocytémie essentielle. Et la dernière chose, dans tous les SMP, c'est l'hyperuricémie et ses complications. Donc la thrombocytémie essentielle ne risque pas de se transformer en LAL et les plaquettes sont des cellules de toute petite taille, donc il n'y a pas de risque de leucostase. Donc en résumé, les complications à bien connaître des thrombocytémies essentielles, c'est les thromboses artérielles et veineuses qui nécessitent donc l'introduction d'un traitement anti-agrégant plaquettaire au diagnostic. Donc, il faut faire attention chez les malades qui ont vraiment des TE avec beaucoup de plaquettes, et notamment une thrombocytémie avec des plaquettes supérieures à 1,5 million de plaquettes par millimètre cube, puisque au-delà d'1,5 million de plaquettes, il y a par contre un risque paradoxal de saignement. Donc, dernière complication, l'hyperuricémie et ses complications, et enfin la transformation en myélofibrose secondaire, et ensuite la transformation en LAM. Parmi les pathologies suivantes, ensuite, on vous demandait dans lesquelles pouvait-on rencontrer un pic monoclonal. Donc, tout d'abord, le lymphome de la zone marginale, qui est un lymphome indolent, qui se manifeste le plus souvent par une splénomégalie. On peut retrouver dans le sang un petit pic monoclonal qui est souvent de faible abondance, mais qui peut évoquer cette hémopathie. Le myélome à chaîne légère, par définition, a rarement un pic, et c'est uniquement une élévation des chaînes légères, soit kappa, soit lambda. Ensuite, la maladie de Waldenström, bien sûr, c'est une gammopathies monoclonale avec un pic de type IgM. Et ensuite, le lymphome de Burkitt, non, c'est faux. C'est un lymphome très agressif, mais qui n'est pas associé à un pic monoclonal. Et la cirrhose donne un bloc bêta-gamma, donc une élévation plutôt polyclonale des immunoglobulines. Quels sont les examens complémentaires à demander en première intention en consultation devant la découverte d'un pic monoclonal à l'EPP? Donc, le premier examen à demander, c'est une immunofixation des protides plasmatiques afin de caractériser le pic monoclonal. La deuxième chose à faire, c'est rechercher une protéinurie et évaluer s'il y a une excrétion urinaire de cette immunoglobuline monoclonale. Et enfin, réaliser une numération de formule sanguine. En première intention, avant d'avoir tous ces examens, on ne réalise pas forcément de myélogramme. On attendra d'avoir une forte suspicion de myélome. Et ensuite, le dosage pondéral des immunoglobulines n'aide pas au diagnostic, donc il n'y a pas besoin de le faire en première intention. Donc, je vous rappelle, le pic monoclonal à l'électrophorèse, quand on le découvre, c'est un pic étroit dans la zone des gamma-globulines. Donc, pour le caractériser, il faut faire une immunofixation des protides plasmatiques, c'est-à-dire que l'on va faire migrer sur des gels les différentes immunoglobulines. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est que les immunoglobulines de type IgG, il n'y a pas de bande étroite, donc c'est plutôt polyclonal. En revanche, l'IgM ici est tout tassé sur un seul trait et traduit donc une sécrétion monoclonale d'IgM. Et dans les chaînes légères, on retrouve uniquement une bande monoclonale au niveau des chaînes légères lambda. Donc, cette immunofixation permet de conclure que le pic est un pic IgM lambda. On vient donc de diagnostiquer une immunoglobuline monoclonale de type IgM lambda avec un pic estimé à 15 grammes par litre. Quels sont les examens à faire? Donc ici, on est dans le cadre d'une maladie de Waldenström et non d'un myélome. Donc il faut réaliser une étude médulaire qui peut se faire par myélogramme et le plus souvent complétée par une biopsie ostéomédulaire. La deuxième chose à faire dans toutes les immunoglobulines monoclonales, c'est de rechercher une protéinurie pour évaluer l'excrétion urinaire de cette protéine monoclonale. Et là, nous sommes dans le cas d'une maladie de Waldenström, donc une maladie qui est volontiers tumorale, donc il faut réaliser un scanner thoraco-abdominopelvien. Les autres examens que sont l'IRM et les radios du squelette sont plutôt des examens nécessaires au diagnostic de myélome, ce qui n'est pas le cas ici puisque nous sommes dans le cadre d'une IgM. Je vous rappelle donc, l'IgM monoclonal de type IgM se voit dans la maladie de Waldenström, qui est une lymphoprolifération et non le myélome multiple.
Donc, les 3 critères diagnostiques de la maladie de Waldenström sont le syndrome tumoral, donc il existe volonté des adénopathies et une hépatosplénomégalie. Cela nécessite donc un scanner thoraco-abdominopelvien au diagnostic. Le deuxième critère, c'est la mise en évidence d'un envahissement médulaire qui se fait le plus souvent à la biopsie ostéomédulaire. Le troisième chose à faire et le troisième critère diagnostique de la maladie de Waldenström, c'est la mise en évidence d'une immunoglobuline monoclonale de type IgM. Dans la maladie de Waldenström, il n'y a peu ou pas d'atteinte osseuse. S'il y a des atteintes osseuses, c'est des atteintes tumorales, mais ce n'est pas pareil que dans le myélome. Et puis, dans toutes les immunoglobulines monoclonales, il faut évaluer la protéinurie. Donc, voilà un petit peu les critères diagnostiques de la maladie de Waldenström. Quelles sont les complications possibles de cette maladie de Waldenström ? Donc, la maladie de Waldenström est une gammapathie IgM qui peut être associée à une hyperviscosité du fait du poids de l'IgM. Elle a souvent une activité auto-anticorps et donc elle peut être associée à une maladie de Willebrand acquise et en cas de synthèse de chaîne légère lambda, elle peut donner une amylose AL. Il n'existe ici pas de risque de leucostase et pas de cryoglobulinémie de type 2. Dans les immunoglobulines monoclonales, on retrouve plutôt des cryoglobulinémies de type 1. Donc, l'immunoglobuline de type IgM a un haut poids moléculaire et donc elle présente un risque d'hyperviscosité. Donc, l'hyperviscosité, ça se voit dans 2 maladies, la maladie de Waldenström et la maladie de Vaquez. Donc, il faut savoir la dépister par un examen clinique, recherche de phosphène, d'acouphènes, de céphalées, de troubles visuels. Elle est à dépister de façon indispensable au diagnostic des maladies de Waldenström parce qu'elle peut nécessiter un traitement urgent. Et on sait qu'avec certains traitements de la maladie de Waldenström, il y a parfois un effet flair, donc une augmentation transitoire de l'immunoglobuline monoclonale. Et donc, s'il y a déjà des signes d'hyperviscosité, on risque d'aggraver ceci. Ensuite, les immunoglobulines monoclonales du type IgM ont pas mal de complications auto-immunes liées à l'activité auto-anticorps de cet IgM. Donc, il peut y avoir des cytopénies auto-immunes, l'anémie hémolytique auto-immune, le PTI, des troubles de l'hémostase acquis, avec notamment un Willebrand acquis ou une hémophilie acquise, des patients qui développent des anticorps antifacteur 8 par exemple, et ensuite des complications neurologiques par neuropathie anti-MAG, donc neuropathie anti-myéline. Ensuite, l'IgM peut avoir une activité cryoglobulinémique, et c'est donc des cryoglobulinémies principalement de type 1, quand on retrouve uniquement une IgM monoclonale. Enfin, toutes les synthèses de chaînes lambda peuvent être associées à une amylose de type AL. Donc tout ça fait partie des complications à rechercher au diagnostic de la maladie de Waldenström. Donc, je vous rappelle juste les 3 types de cryoglobulinémie. Donc, la cryoglobulinémie, c'est une immunoglobuline qui précipite au froid. Donc, les manifestations cliniques, c'est celle de vascularite des petits vaisseaux avec une atteinte qui peut être systémique. Ça touche principalement la peau, le rein et le nerf. Pour faire le diagnostic, il faut faire un prélèvement à 37 degrés et le prélèvement doit bien être envoyé au laboratoire à 37 degrés tout le temps. Le tube est ensuite centrifugé et incubé avec du plasma à 4 degrés pendant une semaine. Et le diagnostic de cryoglobulinémie est fait quand il y a une précipitation dans le tube. Ensuite, on fait des techniques d'immunohistochimie pour identifier le type de cryoglobulinémie. Donc, les cryoglobulinémies de type 1, ça se voit quand il y a une immunoglobuline monoclonale unique et c'est dans les hémopathies comme le Waldenström, le myélome ou la LLC. Ensuite, le type 2, c'est une cryoglobulinémie dite mixte, c'est-à-dire qu'on retrouve une immunoglobuline monoclonale au sein d'une immunoglobuline polyclonale. Et ça, c'est ce que l'on voit dans les causes auto-immunes, les causes infectieuses, notamment le VHC, un premier pourvoyeur de cryoglobulinémie, le VIH, le VHP, les causes bactériennes et certains cancers. Le type 3, c'est des immunoglobulines uniquement polyclonales et c'est à peu près les mêmes étiologies que le type 2. Donc dans la maladie de Waldenström, comme on vient de le voir, eh bien on est plutôt dans le cadre de l'hémopathie, donc dans le cadre d'une cryoglobulinémie de type 1. Donc question suivante, vous avez un malade de 35 ans qui est hospitalisé pour une suspicion de lymphome agressif. Il présente une altération franche de l'état général, des adénopathies sus- et sous-diaphragmatiques et une atteinte digestive, donc un lymphome agressif de stade 4. Les LDH sont très élevés, à 2500 UI par litre. Donc on lui réalise une biopsie ganglionnaire devant le tableau brutal. Les résultats sont les suivants. Il y a une destruction du parenchyme et une infiltration massive par des cellules tumorales lymphoïdes monomorphes et de taille moyenne,
avec un aspect en ciel étoilé et de nombreuses mitoses sont observées. Donc c'est un lymphome B puisque les cellules sont CD20+, et elles sont infectées par le BV avec un marquage Hébert qui est positif. Donc, quelle est notre suspicion diagnostique devant cette anapathe? Bien ici, il fallait évoquer bien sûr le diagnostic de lymphome de Burkitt et c'était le seul diagnostic à évoquer ici. Donc l'aspect typique de la description histologique nous faisait bien sûr penser au lymphome de Burkitt. En effet, on est devant un tableau clinique très agressif, une histoire qui va très vite, des LDH très élevés, des signes généraux très marqués. Tout ça fait penser déjà au diagnostic de Burkitt. L'autre élément en faveur est l'atteinte digestive que l'on voit assez souvent dans les lymphomes de Burkitt sporadiques. Ensuite, le tableau anapathe est tout à fait compatible avec cet aspect en ciel étoilé, les nombreuses mitoses, donc des cellules qui sont en cycle et qui se divisent très vite. Ensuite, c'est un lymphome B lié à l'EBV. Donc avec tous ces arguments, on pouvait ici poser le diagnostic de lymphome de Burkitt. Donc, quelles sont les propositions vraies concernant le lymphome de Burkitt? Donc, il existe une forme endémique liée à l'EBV, donc c'est vrai, ça se voit surtout en Afrique. C'est un lymphome très agressif, donc il peut se présenter avec une lise tumorale spontanée. Donc il faut savoir que le temps de doublement tumoral est très rapide, et donc on peut voir des cellules qui se lisent spontanément et donc avoir un authentique syndrome de lise biologique. Donc ça peut transformer un lymphome indolent, et notamment des LLC ou des lymphomes folliculaires peuvent se transformer en lymphome de Burkitt, même si c'est plus rare que les transformations en lymphome B diffus à grandes cellules. En revanche, tous les lymphomes T sont déjà des lymphomes agressifs et n'évoluent pas en lymphome B. Donc, je vous rappelle les trois formes différentes de lymphome de Burkitt. Donc, le lymphome de Burkitt, c'est le lymphome le plus agressif qu'il soit en hématologie. Donc, il existe une forme endémique qui est liée à l'EBV. Elle se voit en Afrique chez l'enfant et c'était la première forme de description de la maladie. C'est des enfants qui ont une atteinte qui est quasiment systématique mandibulaire, avec des volumineuses masses qui grossissent rapidement. La deuxième forme que l'on croise plutôt dans nos pays, c'est la forme liée à l'immunosuppression, et notamment chez les malades infectés par le VIH ou chez les patients transplantés d'organes. Elle est ici aussi liée à l'EBV, une atteinte qui est plus polymorphe. Il n'y a pas cette atteinte mandibulaire que l'on retrouve chez l'enfant, mais une atteinte qui est plutôt ganglionnaire et extranodale également. Et la troisième forme est la forme sporadique que l'on peut retrouver chez le sujet tout venant et avec volontiers une atteinte digestive. Donc là, elle est également souvent liée à l'EBV. Donc le tableau clinique de la maladie de Burkitt, c'est celle-là. C'est une atteinte très agressive avec des signes généraux marqués, une installation brutale d'un syndrome tumoral qui est volumineux avec des LDH élevés, un temps de doublement tumoral qui est rapide. Il peut y avoir de la lise spontanée. Et l'aspect histologique est typique avec cet aspect en ciel étoilé. Donc, question suivante, vous voyez une malade en consultation qui va vous consulter pour asthénie. Elle présente une leucopénie avec une neutropénie, une anémie macrocytaire régénérative et une thrombopénie. Quelles sont les hypothèses pouvant expliquer ces anomalies? Donc, on est devant une pancytopénie d'origine centrale, donc on peut évoquer une maladie de Birmer, on peut évoquer également une myélodysplasie et on peut évoquer enfin une myélofibrose. Ici, devant une pancytopénie d'origine centrale, on ne peut pas évoquer le syndrome d'Evans, qui est une bicytopénie périphérique qui associe une anémie hémolytique auto-immune et un PTI. Et on ne peut pas non plus évoquer une LLC avec atteinte médulaire, puisqu'ici, il n'y avait pas d'hyperlymphocytose. Question suivante, vous avez Madame P qui vous a consulté pour l'exploration d'une anémie non régénérative. Vos bilans ont permis de diagnostiquer une AREB 1, donc une myélodysplasie de type anémie réfractaire avec excès de blase de type 1. Quels sont les résultats qui permettent d'arriver à ce diagnostic? Donc, l'ANFS retrouve une anémie non régénérative, c'est vrai. La REB, c'est une myélodysplasie. Le premier mode de révélation des myélodysplasies, c'est l'anémie non régénérative. Donc, il peut exister une pancytopénie, c'est vrai également. La plupart, de façon plus rare, les myélodysplasies peuvent se présenter sous forme d'une pancytopénie d'origine centrale. Et donc là, on était dans le cadre d'une AREB 1, donc le taux de blast médulaire est compris entre 5 et 10%. Le karyotype ne rentre pas en compte pour le diagnostic cytologique. Quelles sont les propositions vraies concernant le syndrome 5Q-? Donc le syndrome 5Q-, c'est une forme de myélodysplasie. Donc le karyotype retrouve une délétion 5Q qui est isolée et c'est un syndrome myélodysplasique qui est relativement de bon pronostic avec un risque
un risque moins élevé de transformation en LAM. Donc on sait qu'il existe souvent une anomalie mégakaryocytaire avec une thrombocytose qui est fréquente, contrairement aux autres syndromes myélodysplasiques où ils ont plutôt tendance à être thrombopéniques. Et il faut savoir que l'anémie est souvent très macrocytaire. Donc c'est des anémies qui se présentent souvent avec des VGM plutôt aux alentours de 110-115. C'est un autre argument biologique pour le diagnostic de syndrome 5Q-. Donc, je vous rappelle, c'est une anémie qui a tendance macrocytaire, non régénérative, associée à une thrombocytose. Le myélogramme retrouve une richesse augmentée en mégakaryocytes et le karyotype retrouve une délétion 5Q qui doit être isolée et un pourcentage de blastes qui doit être inférieur à 5%. Tout ça sont les critères de diagnostic du syndrome 5Q-.